Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une semaine plus tard pour la suite de la vidéo concernant le sol sableux et calcaire. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de commencer par celle-là. Le lien devrait s'afficher quelque part par là. On est le 19 septembre et ici on vient d'avoir la première pluie qui marque le passage à l'automne. Hier soir il faisait encore 31 degrés, mais il a plu toute la nuit et ce matin on avait un bon 15 mm qui était tombé, ça a rafraîchi toute la zone, ça fait du bien. Bon, pour revenir sur la précédente vidéo, vous avez pu remarquer que la fin était un petit peu rapide, un peu brutale. C'est parce qu'il me restait plus que 2% de batterie une fois que j'ai enregistré le second test de l'arrosoir. Donc moi j'étais en panique derrière ma caméra en train d'espérer que ça tienne jusqu'au bout. Je priais là, faites que ça tienne, faites que ça tienne. Bon, coup de bol, ça a tenu, mais je vous dis à 2%, j'ai eu le temps de faire une fin et puis basta quoi. J'avais plus de batterie du tout. Du coup, hors caméra, moi j'ai prélevé un peu de la terre calcaire qu'on trouve à côté des framboisiers pour faire le second test du bocal. Donc ça fait une semaine que les deux bocaux ils reposent tranquillement à la cave. Là je vais aller les sortir, on va aller voir ce que ça donne dans une seconde. Mais avant on va quand même récapituler un brin ce qu'on a pu apprendre en creusant ces deux trous. Bon, déjà pour ce qui est de creuser, il n'y a pas de comparaison possible. Dans le potager ça se creuse très bien, très vite, alors que là où la terre et calcaire, là où la veine de calcaire affleure, c'est tout de suite plus compliqué. Ensuite, pour ce qui est de la vitesse d'infiltration, là aussi c'est le jour et la nuit. 2 minutes 50 dans la partie potager, 23 minutes 4 secondes pour le côté des framboisiers, c'est 8 fois plus de temps. Et ces 8 fois plus de temps, ça veut aussi dire que l'eau, elle a le temps de s'infiltrer sur les côtés, d'étendre sa zone humide, alors que dans le potager, ça file direct en bas, ça coule comme si c'était dans un tuyau. Sur ce, on va aller voir ce que nous montrent les deux bocaux. Et voilà nos deux bocaux. Donc, ici, celui qui a été prélevé dans le potager, et là, celui qui vient du côté des framboisiers, là où la veine de calcaire affleure. Bon, déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est la différence de couleur. Donc ça, c'est simple, c'est le calcaire. Une partie s'est dissoute, l'autre s'est mélangée si finement au sable qu'on ne repère plus que la couleur. Bref, ça fait un bocal beaucoup plus blanchâtre. Ça montre qu'en plus des pierres, le sol est saturé de ces petites particules de craie là où la veine affleure. C'est pas le cas dans l'autre bocal qui vient du potager. Alors normalement, quand on fait le test du bocal, on cherche à savoir la proportion des trois éléments qui composent le sol, donc les sables, les limons et les argiles. Et certains ont la chance que ça se distingue bien en termes de couleur, et ici, c'est pas le cas. Donc je me fie plus à la granulométrie de ce que je peux observer qu'aux couleurs. Petite parenthèse, quand on fait le test du bocal, il faut vraiment secouer longtemps, laisser reposer plusieurs minutes et secouer à nouveau avant de le laisser décanter pendant au moins une journée. Si on se contente de secouer une fois avant de le laisser décanter, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats, surtout avec la partie calcaire. Alors j'ai fait mes petits calculs de mon côté et je vous place les résultats sur un diagramme de composition des sols. Je vous le montre quand même avec une règle avant qu'on s'y mette. Donc, dans le bocal des framboisiers, j'ai une hauteur totale de 72 mm, dont 67 de sable, 5 mm de limon et 1 mm d'argile. Alors, avec une petite règle de 3, ça nous donne 92% de sable, 7% de limon et 1% d'argile. Dans le bocal du potager, par contre, j'ai une hauteur totale de 70 mm, dont 55 de sable et 14 de limon et 1 d'argile. Ça nous donne 79% de sable, 20% de limon et 1% d'argile. Bon, avant de continuer, il faut préciser que, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait le test à plusieurs reprises et j'arrive toujours à des résultats plus ou moins similaires, c'est-à-dire un sol sableux ou sableux limoneux. Maintenant, il y a peut-être un truc qui vous choque. En tout cas, moi, ça m'avait choqué à l'époque. Pourquoi l'eau met 8 fois plus de temps à s'infiltrer dans la zone des framboisiers que dans le potager s'il y a plus de sable dans la partie calcaire? Alors, plusieurs réponses possibles. Déjà, parce que c'est pas le même sable. Je pense que ça se voit bien. Dans le bocal du potager, c'est des sables grossiers, on le voit, ils sont beaucoup plus gros. Alors que dans le bocal des framboisiers, dans la veine calcaire, c'est très fin, dès le départ c'est fin. Au point d'ailleurs qu'il est possible que je me trompe complètement et que ça soit très peu de sable et beaucoup de limon, alors qu'ici il n'y a que du sable. En tout cas, la granulométrie me montre qu'il y a quand même un peu de sable, et j'en trouve jusqu'ici. Donc je me dis que c'est vraiment beaucoup de sable, mais très fin. Alors que là, c'est vraiment assez clair. On a du sable grossier et il devient de plus en plus fin
jusqu'à tomber vraiment au bord sur un petit millimètre d'argile. Donc dans le bocal des framboisiers, dès le départ, on est sur des sables fins, plus denses, qui laissent moins passer l'eau. Mais en plus, on a une double action du calcaire. À petite échelle, il est poreux, donc il absorbe une partie de l'eau, ce qui bouche les passages entre les grains de sable. Et à plus grande échelle, il forme une sorte de petit barrage de pierre, un barrage poreux, d'accord, mais qui force quand même l'eau à passer par d'autres chemins. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait apprendre des bocaux, on va faire un point rapide sur l'impact du calcaire au jardin, avant d'étendre un peu le contexte, histoire d'avoir une vue d'ensemble du terrain. Alors, petite précision quand même, quand je parle de la veine calcaire, en réalité la veine de calcaire s'étend sous tout mon terrain, et même bien plus loin, puisqu'à 5 km d'ici par là, on trouve une cimenterie qui l'exploite. D'ailleurs, la veine est exploitée depuis les Gallo-Romains, et c'est ce qui a donné son nom à mon village. Par contre, elle n'est pas à la même profondeur partout sur mon terrain. Au niveau des framboisiers, vous l'avez vu, dès le premier coup de pelle, on tombe sur des caillasses, des petites au début et puis de plus en plus grosses. Alors au début ça va, la pelle casse les cailloux, mais plus on descend, plus c'est gros. Genre gros comme ça. Voilà. Ça c'est un de ceux que j'ai sorti quand j'ai creusé pour planter les framboisiers. Laissez-moi vous dire, quand on tombe là-dessus à 60-70 cm sous le sol, on n'est pas sûr que ce soit pas la pelle qui lâche en premier. Pour revenir sur la profondeur, dans le potager, on trouve bien évidemment aussi des cailloux, mais des cailloux, pas des blocs comme ça. Et on peut creuser un moment avant de buter, vers 80 cm de profondeur, sur une dalle de tuffeau jaunâtre. J'insiste bien là-dessus parce qu'on peut cultiver dans une terre sableuse. Il y a même certains légumes qui aiment ça et on peut toujours amender. Mais ce qu'on plante au potager, ça n'a pas des racines assez fortes pour défoncer des blocs de pierre. Donc quand on a un sol comme ça, il faut s'adapter. Autre point important, le pH. Le calcaire, c'est un pH basique. Et certaines plantes ne supportent pas un pH aussi basique. Alors j'ai fait des tests un peu partout au potager avec un pH mètre. Bon, sans surprise, là où la veine de calcaire affleure, j'ai un pH supérieur à 7,5. Ça varie sur le reste du terrain, mais là où j'ai installé le potager, on est aux alentours des 6,8. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cet emplacement. Petite parenthèse, certains pourraient se dire que c'est plutôt stupide d'avoir planté mes framboisiers, des plantes qui aiment les sols acides, dans une terre aussi calcaire avec un pH basique. Alors oui, déjà c'est pas bien malin, mais je voulais pas, je voulais reconquérir la prairie et je voulais pas qu'ils viennent au verger, là où ils auraient sans doute été mieux, mais moi vraiment je voulais reprendre la main sur l'espace vide qu'il y a entre la maison et le verger. Dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé des trous assez imposants et j'ai remplacé la terre d'origine, qui de toute façon était principalement des caillasses calcaires, par du terreau assez acide. Et a priori, ça leur convient bien parce qu'ils ont bien grandi, ils ont donné cette année, donc je pense que ça leur va. Bon, sur ce, on passe sur le contexte du terrain. Histoire d'élargir un peu le point de vue et de ne pas rester uniquement sur le sol, on va parler un peu du contexte dans lequel se trouve le terrain. Donc jusqu'ici, j'ai 3 problématiques avec lesquelles je dois composer. Le sol est drainant, il est appauvri par le lessivage, et par endroits, j'ai un pH trop basique. Bon, alors mettons les pieds dans le plat et causons un petit peu de l'eau parce que tout le monde se doute que ça va être l'élément déterminant. Niveau pluie, on est dans le sud de la Touraine, pas très loin de Chinon. Il pleut moins que quand j'habitais en Normandie, mais on a de l'eau d'habitude. Même si ces dernières années, alors changement climatique ou simple hasard, on enchaîne de longues périodes pluvieuses, suivies de semaines entières de sécheresse. Là, par exemple, ça faisait 3 bonnes semaines qu'on n'avait pas vu la pluie. Donc, je ne peux pas compter sur l'eau du ciel pour les cultures. Heureusement, je peux compter sur le Mont-Puy. Non, je déconne, j'ai pas de puits, j'ai pas de forage, j'ai pas de mignonne petite rivière qui coule le long du terrain, j'ai rien, nada, que dalle. Donc tout est arrosé avec l'eau du réseau. Ah bah je vous avais dit que c'était pas gagné d'avance le potager ici. Hein. Le terrain est long, presque 140 mètres de long, mais pas très large, à peine plus de 30 mètres. À l'avant du terrain, derrière vous, au sud, on trouve un champ immense qui descend jusqu'à la Vienne.
Sur le côté ouest, on trouve un petit champ, beaucoup plus modeste, qui donne sur un hameau. Au nord, derrière moi, j'ai le verger. Et à l'est, le terrain très boisé de mon voisin. Bon, pour la parenthèse, je m'efforce de cultiver bio. Maintenant, je me fais pas trop d'illusions. Le champ qui est à côté et le champ qui est au sud, ils sont en agriculture conventionnelle. Ça fait de l'épandage, ça fait... Enfin voilà, ils y mettent ce qu'ils ont à y mettre. Donc moi, je prends avec. Hein. Quoi qu'il en soit, un champ au sud, un champ à l'ouest, aucune haie, vous imaginez que bien, quand ça souffle ici, il n'y a pas grand-chose pour arrêter le vent. Et ce vent, on le sait tous, ça sèche le sol. Concernant l'ombrage, je pense que ça se voit, c'est en plein soleil, sur tout le terrain, en dehors du verger. Tout est au soleil, c'est d'ailleurs pour ça que je filme tout le temps dans le verger, c'est parce que c'est le seul endroit où j'ai un peu d'ombre, pour pas me prendre la lumière droit dans les yeux. Donc le matin, les arbres du voisin donnent de l'ombre sur la moitié du terrain à peu près, mais après, de 9h jusqu'au coucher du soleil, ça cogne en direct. Donc, à mes 3 problématiques qui concernaient la composition du sol, je dois maintenant en ajouter 3 nouvelles. La gestion de l'eau, la gestion du vent et la gestion de l'ombre. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut aller faire un tour au potager pour voir un peu comment il a pu donner cette année malgré toutes ces contraintes. Première chose à dire concernant la mise en place du potager, c'est que c'est ma première année. Et comme beaucoup de débutants, je m'y suis pris à la dernière minute sur un coup de tête. En janvier, j'ai décrété que je ferais un test en plantant quelques tomates, histoire de voir si ça prenait. Le but, c'était même pas d'avoir des tomates, c'était que le jardin devienne enfin autre chose qu'une prairie. Et puis le confinement nous est tombé dessus, hein, et j'ai passé les 2 mois et demi au jardin à tout mettre en place. Bon, avant de démarrer, j'avais quand même lu quelques livres et surtout, clairement, j'avais regardé énormément de vidéos sur le sujet. Donc j'avais fait mes petits tests du bocal, un peu partout sur le terrain. Je savais que j'avais un sol sableux et calcaire. Bref, je savais ce que je vous ai dit jusqu'ici. Par contre, c'était très flou dans ma tête. Quand on ne sait pas le temps que va prendre réellement un arrosage, difficile de quantifier ce que va y changer un sol sableux. Et comme tous les débutants qui cherchent des infos sur le net, j'étais noyé sous une tonne d'informations inutiles, ou du moins inutiles dans mon contexte. Par exemple, j'étais blindé d'informations sur les limaces, parce que j'avais l'impression que les limaces c'était le fléau du potager, tout le monde en parlait, alors que bon, les limaces dans un sol sec, sans ombre, truffées de plantes qui piquent, comment vous dire que c'est clairement pas un souci. Hein. Les limaces, j'en ai pas vu la queue d'une. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette chaîne. Tenter de démêler autant que possible ce qui est commun à tous les jardins, d'un côté, et de l'autre, parler de ce qui est spécifique à ceux qui ont, comme moi, un sol sableux. Une autre raison plus personnelle, c'est que ça m'aide énormément à organiser toutes ces informations, à creuser le sujet, parce que pour raconter le moins de conneries possible face à la caméra, je suis obligé de me documenter. Bref, venons-en à la mise en place du potager. Alors, la première étape, ça a été de choisir où l'installer. Je vous ai donné les dimensions tout à l'heure, environ 140 mètres sur environ 30 mètres, j'ai un terrain de 3900 mètres carrés. Pour certains, ça peut paraître immense, pour d'autres, minuscule. Moi, en tout cas, je peux vous dire que quand j'ai commencé à défricher tout ça au rotophile la première année, ça m'a semblé immense. Mais, malgré cette surface, j'ai assez peu d'endroits qui conviennent à un potager. En premier, je voulais le mettre à l'emplacement des framboisiers. Et puis, je suis tombé sur la vanne de calcaire. Vu les difficultés que j'avais pour creuser, j'ai abandonné l'idée directement en me disant que les racines, elles n'arriveraient jamais à se développer là-dedans. Du coup, j'ai fait des petits trous un peu partout, j'ai fait mes petits tests du bocal, jusqu'à trouver une zone où la roche calcaire était assez profonde. Et ça a fini à l'endroit actuel du potager, un peu devant le verger, sur la partie ouest du terrain. J'aurais voulu le placer plus proche de la maison, ne serait-ce que pour la gestion des tuyaux d'arrosage, parce que traîner ça sur entre 50 et 70 mètres, ça fait loin. Mais j'ai une fosse toute eau qui court sur une cinquantaine de mètres entre la maison et le potager, et je ne sais pas exactement où passent les tuyaux. Donc pour moi, ces zones interdites, j'y creuse pas. Ensuite, je devais décider d'une méthode de culture qui tienne compte de mon sol. Il est pauvre, il est drainant, donc j'étais parti dans l'idée de faire des lasagnes en bac. Petit coucou à ta mère la butte pour les lasagnes en bac. Encore merci pour tout. Bon, donc j'étais parti pour faire des lasagnes en bac, sauf que j'ai assez vite réalisé que même si j'ai de la matière organique à donner à mon sol, cette matière elle est sèche. J'ai du bois,
du foin sec et un peu pourri qui vient de mon défrichage, il n'y a pas d'azote là-dedans. Donc j'ai changé d'idée. Je suis parti en mode test en fait. Au lieu de faire un bac en lasagne pour des tomates, j'ai fait 3 bacs et 3 plates-bandes, histoire de voir ce qui marche le mieux. À chaque fois, j'ai décaissé. Donc là, je sens venir les aficionados de la permac ou de creuser, ça tue la vie du sol. Oui, c'est vrai. Mais on se détend quand même, hein, on inspire par le nez. En l'état, ce sol, de toute façon, il est trop pauvre et rapidement trop compact pour y faire pousser quoi que ce soit d'intéressant. Donc j'ai décaissé pour mettre en place mes petites expériences. Premier emplacement, j'ai décaissé sur une dizaine de centimètres et j'ai posé un bac par-dessus. Ensuite, j'ai rempli le bac avec un mélange de matière d'origine, d'un peu de compost et de terreau. Alors, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais un bac de 3 mètres de long sur 1 mètre de large pour 40 cm de haut, ça représente des centaines de litres de terre. Donc en plus de matière d'origine, il y a un peu plus de 500 litres de terreau et 200 litres de compost dans ce bac. Je parle en litres et pas en kilos, tout simplement parce que j'ai dû me les acheter au détail, vu que j'ai pas de remorque. Mais vous pouvez compter que 500 litres de terreau, ça fait à peu près 170 kg. Deuxième emplacement, celui du bac de tomates. Alors là, j'y ai été à fond. J'ai décaissé sur 80 cm. C'est là que j'ai pu me rendre compte que la dalle de tuffeau était vers cette profondeur. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait sur le long terme, en fait, en créant une zone de fertilité au fond de cette fosse. Donc j'ai mis des branches, puis j'ai recouvert de tonte, de fumier, un peu de foin, bref, un peu de tout ce que je pouvais trouver comme matière organique, et j'ai tassé un peu. Alors je dis bien un peu, parce que je voulais garder des poches d'air emprisonnées au milieu des branches, du foin, de l'herbe, etc., pour faire une sorte de composteur enterré. Au final, ce mélange, il montait environ sur 50 cm, à partir du niveau moins 80. Hein. Après, j'ai mis un mélange de matière d'origine et de terreau jusqu'au niveau du sol. J'ai posé un bac par-dessus et j'ai rempli le bac sur une trentaine de centimètres, toujours avec ce mélange de matière et de terreau. Et en tout, il y a 720 litres de terreau dans ce bac-là. Troisième emplacement, là j'ai décompacté à la grelinette pour enlever facilement le chevelu avant d'y poser un bac et de le remplir avec un mélange de matière. Il m'en restait de ce que j'avais creusé dans le précédent bac, de terreau. Et encore une fois, j'ai mis 720 litres de terreau. Alors, j'ai pas mis de compost par contre, parce que je voulais voir si le terreau et un peu de compost de surface au moment de planter, ça suffisait. Alors, pour les plates-bandes, par contre, j'avais plus le temps de faire des choses aussi variées. Donc, grosso modo, j'ai décaissé la première sur une vingtaine de centimètres, et les autres, j'ai juste retourné à la grelinette pour enlever le chevelu. Et après, j'ai mélangé du terreau directement à mon sol. Alors, à chaque fois, que ce soit les bacs, les plates-bandes, tout, j'ai vraiment bien pris soin de mélanger le terreau au sol d'origine, à la main ou à la pelle. Mais enfin, c'est pas des couches empilées comme une lasagne, c'est vraiment mélangé. J'avais peur en fait que j'ai des manques de fertilité si j'empilais juste des couches. Ensuite, j'ai tout paillé avec un mélange de foin que j'avais et de paille sur environ 10 cm. Alors 10 cm de paille dans les bacs, c'est suffisant. Parce qu'on a le rebord des bacs qui vient arrêter le vent, qui maintient l'humidité, bref, c'est suffisant. Par contre, pas sur les plates-bandes, donc j'ai dû en remettre ensuite. Et le foin, même si c'est sans doute meilleur que la paille pour nourrir le sol, ça disparaît très très vite. Donc à vous de voir ce que vous choisissez. Alors vous allez me dire, les bacs c'est connu pour être drainant. Du coup, des bacs sur du sable, c'est peut-être pas une très bonne idée. C'est vrai. Sauf qu'en mettant autant de terreau, le mélange qu'il y a dans les bacs retient mieux l'eau que le sol sableux qui est en dessous. C'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Alors j'aurais pu, d'ailleurs, je voulais le faire, mettre de la terre végétale plutôt que du terreau. Sauf qu'on était en plein confinement, je le rappelle, et j'ai pas trouvé d'entreprise pour m'en livrer. Et encore une fois, je n'ai pas de remorque pour aller en chercher moi-même. Donc j'allais pas mettre ça dans des petits cabas dans mon coffre. Donc je me suis contenté de terreau que je pouvais acheter par sac de 40 litres. Bon, c'est bien beau toutes ces précisions, mais au final, qu'est-ce qui marche le mieux? Alors vous allez être tellement déçus. Ça dépend. Ça dépend tout simplement de ce qu'on veut y faire pousser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en dehors des premières salades que j'ai plantées, qui ont grillé en une journée parce que je ne les avais pas protégées du soleil, tout ce que j'ai planté a pris et a donné des récoltes. Et dans l'ensemble, des bonnes récoltes, je pense. Pour un débutant, bien entendu, il y a moyen d'améliorer. Par contre, j'aurais pas pu mettre des tomates dans la plate-bande où j'ai à peine retiré le chevelu. Les racines, elles auraient eu du mal à passer, elles seraient vite tombées dans un milieu trop pauvre. Bref, ça n'aurait pas été. Alors que les patates, ça leur va très bien. Les racines, elles vont pas profond, elles aiment le sable, elles aiment les milieux drainants, c'est parfait pour elles.
J'ai repéré une vraie différence d'humidité entre les bacs et les plates-bandes. Les bacs, ils retiennent mieux l'eau. Alors pas longtemps, quasiment rien en comparaison d'un sol argileux. Mais c'est tout de même mieux que les plates-bandes. Et dans un sol comme celui-là, ça suffit à faire la différence entre un arrosage par jour et 2 arrosages par jour. Parce que c'est là qu'est tout le problème. On en revient toujours à l'eau. La matière organique, en campagne en tout cas, c'est assez simple à trouver. Les amendements aussi, au pire, il faut les payer. Mais l'eau, il faut en amener tous les jours. Ici, l'arrosage, ça dure 30 à 45 minutes et c'est tous les jours quand le soleil cogne ou, au mieux, tous les 2 jours quand il n'y a pas trop de vent et qu'on ne dépasse pas les 25 degrés. C'est-à-dire qu'en plein été, sans ombrage, c'est pas souvent. Donc, ça fait un gros coup en termes de temps et en termes financiers. Au final, j'avais 6 problèmes à régler pour implanter mon potager. Le sol drainant. Ça n'a pas réglé le problème, loin de là, mais j'ai pu l'atténuer très fortement, je pense, en mélangeant ma terre à du terreau qui retient mieux l'eau. Et en mettant du paillage qui a plutôt bien joué son rôle aussi. La fertilité du sol. Là encore, c'est compensé par le terreau et le compost. Clairement, vu mes rendements, la fertilité est là. Maintenant, j'aimerais étendre la zone fertile en limitant un petit peu les apports extérieurs. Le pH basique. J'ai réglé le problème en testant mon sol avant de choisir où implanter le potager. Après, si ça n'avait pas été possible, on peut trouver des produits naturels qui permettent de corriger le pH de son sol. Par contre, c'est toujours ça en plus à ajouter aux frais d'installation du potager, ce qu'il ne faut pas croire, hein, mais les bacs, les centaines de kilos de terreau, le compost, tout ça, c'est pas donné. Et en plus, c'est un processus long, ça prend des années de vraiment corriger le pH d'un sol. La gestion de l'eau, j'ai rien géré du tout là-dessus. De toute façon, j'aurais pas accès à une source d'eau par un forage ou un puits sur ce terrain. J'ai des pistes pour la saison prochaine, parce qu'actuellement c'est mon plus gros problème, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Le vent. Alors, pour le vent qui assèche le sol, le paillage a fait son boulot. Surtout dans les bacs. Hein. Encore une fois, le rebord des bacs, ça aide beaucoup. Pour ce qui est du côté destructeur des rafales de vent, par contre, j'ai multiplié les tuteurs pour éviter que les plantes cassent, et ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, l'ombrage. Là encore, j'ai rien géré du tout. En fait, j'avais pas conscience du problème avant d'implanter le potager. Vu que je mettais des tomates, des patates, des courgettes, bref, des légumes du soleil, tout ce qui est... C'est indiqué partout que ces plantes-là, elles aiment le soleil. Je pensais que ça serait parfait. Mais aucun potager n'aime griller 12 heures par jour par 35 degrés sans ombre. Hein, ça fait partie des choses que j'ai appris, que je dois régler pour la saison prochaine. Depuis, évidemment, j'ai appris plein de choses. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai aussi découvert plein de nouvelles problématiques à prendre en compte. Avec le recul notamment, je me dis que j'aurais dû commencer par gérer le problème de l'eau. C'était vraiment la première chose à faire. Par contre, on ne peut pas tout faire en même temps. Surtout quand on s'y prend à la dernière minute comme moi. Et si je m'étais focalisé sur le problème d'eau, clairement je ne me serais jamais lancé. Parce que pour le régler, ça nécessite des travaux, ça nécessite de l'installation, ça nécessite de l'argent. Donc je ne l'aurais pas fait. Là, cette première saison, elle m'a servi de test. Je me disais que j'aurais de la chance si, allez, grosso modo, un tiers de ce que je plantais arrivait à donner quelque chose, alors qu'au final, j'ai eu des récoltes assez abondantes. J'ai pris plaisir à m'occuper du jardin, j'ai appris plein de choses qui me serviront pour améliorer ce potager. Alors, gardez tout ça en tête parce qu'on se retrouve bientôt dans une future vidéo où j'aurai besoin de vos conseils pour mettre en place le futur potager. À bientôt et prenez le temps de faire pousser.